Trois sujets principaux au menu de ce numéro de troisième mi-temps. C'était annoncé comme une superbe fête, un grand rassemblement de la jeunesse francophone mondiale. Les 7e Jeux de la francophonie de Nice sont en train de se transformer en une foire aux fuyards. 3 basketteuses ivoiriennes sont venues gonfler aujourd'hui le nombre d'Africains donc en fuite en France. On parlera aussi des éléphants sans panache devant les lions de l'Atlas du Maroc. Le pessimisme gagne donc les supporters ivoiriens à quelques semaines donc de ces 2 matchs importants qui qualifieraient éventuellement les éléphants pour la Coupe du Monde 2014. Et puis on évoquera également donc les conflits en sélection avec les cas de Maestro que vous connaissez, dont vous avez entendu parler certainement, et aussi un cas, on va dire, à un degré moindre de Samuel Eto'o qui a annoncé, pour des raisons donc de conflit également en sélection, son retrait définitif de la sélection camerounaise. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à troisième mi-temps. Les experts, sans guillemets, de troisième mi-temps sont présents. Bonsoir, Fallou Demandé. Bonsoir, Benson Pierre. Bonsoir, Koulibaly Seydou. Bonsoir. Aimé Brière, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Aka Emmanuel, bonsoir également. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va commencer par le premier sujet. Donc, vous avez certainement entendu, messieurs, parler de cette vilaine tâche donc, sur l'honorabilité de notre continent à ces 7e Jeux de la francophonie. Que pensez-vous donc de ces joueurs en fuite qui sont en train de déserter les sélections? Presque toute la sélection de la République démocratique du Congo de basketball féminine, les 3 basketteuses ivoiriennes aujourd'hui, des lutteurs ivoiriens, on parle même d'un artiste hip-hop, des jongleurs également ivoiriens qui ont disparu. Finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette tâche-là donc? Enfin, moi, je crois que c'est véritablement une honte pour l'Afrique, que les Africains puissent se comporter de la sorte dans un tel rendez-vous. Mais, il faut le dire, il y a toujours de complicité. Dans ce genre de situation, il y a toujours de complicité. Parce que moi, j'ai vécu déjà le cas. Je me souviens très bien, j'avais accompagné une équipe de jeunes, il y a de cela une dizaine d'années en Italie. Sur 25 joueurs, il y a 20 qui ont pris la fuite dans des conditions similaires. Mais le plus souvent, c'est dans l'encadrement, dans le staff, qu'il y a de complicité. Et même les parents restés à Abidjan, souvent, encouragent ces gamins-là à partir. Et puis, ils ne le font pas comme ça, c'est toujours planifié. Avant même de partir, c'est schématisé, c'est planifié. C'est toujours comme ça. Mais ça pose un réel problème. Le problème que ça pose, c'est l'avenir des sportifs en Afrique. Est-ce que le sport africain, à part même les footballeurs, est-ce que le sport aujourd'hui nourrit son homme? Ça pose l'organisation, ça pose un problème de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas repenser notre façon de gérer nos sportifs, notre façon de gérer notre sport? Parce que ce n'est pas seulement les Ivoiriens, il y a des Africains, tout à l'heure vous avez parlé d'Africains, donc ça pose réellement un problème. Et récemment, lors de la rencontre des ministres des Sports africains à l'Hôtel d'Ivoire, ils ont évoqué le problème. Mais je pense que là, les Africains, les ministres des Sports, toute la grande famille du sport est interpellée. Il faut trouver une solution à cette situation. Alors, 7 Djiboutiens qui devaient participer aux épreuves de hip-hop également donc, ont disparu. 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur de la République démocratique du Congo avaient disparu dimanche. Ça fait quand même beaucoup. Et Koulibaly Seydou, est-ce que ce n'est pas encore l'Afrique qui est déshonorée par ces athlètes? Oui, je dirais même, comme l'a dit Choualou tout à l'heure, c'est une honte. C'est une honte pour le continent parce que c'est déjà on est autour d'une vingtaine d'athlètes qui ont déserté. Et puis, il faut dire que depuis un moment, les athlètes africains sont coutumiers du fait. Et depuis les Jeux de la francophonie à Montréal, les Jeux de Londres, il y a eu des fuites. Et puis récemment, quand vous prenez par exemple l'équipe du Congo, il y a 7 basketteuses sur les 12 retenues en sélection qui ont déserté. Donc ça veut dire que la sélection ne pouvait même plus continuer la compétition avec quelle joueuse. Et puis là, la Côte d'Ivoire qui vient de perdre, je dirais, les 3 piliers du 5 majeur. Parce que quand vous enlevez Kolga Setou, Kolga Maïmounatou et Boignini Yvonne, je pense que sur les 5 majeurs de cette sélection-là, il reste 2. Donc, ça serait que c'est des remplaçants qui vont jouer. Alors qu'on est qualifié pour les demi-finales. On vient de se qualifier pour les demi-finales qu'on va disputer demain au niveau du basket. Et là, on va disputer cette demi-finale-là. Après avoir battu les Français ce soir, on va disputer cette demi-finale avec une équipe complètement boiteuse. Ça, c'est un.
Et puis, de deux, il faut dire que ces problèmes posent la survie du sport en Afrique. La survie du sport en Afrique, parce que est-ce que le sportif africain vit de son sport? Non. Et ça, c'est le fond du problème. C'est le fond du problème parce que vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est un pays de sport. Mais c'est un pays de sport, mais on souffre énormément des manques d'infrastructures, des manques de suivi au niveau des athlètes. Combien de jeunes qui pratiquent l'athlétisme, qui pratiquent le taekwondo, qui pratiquent le judo, qui pratiquent le basket ou le handball peuvent vivre de leur art? Aucun. Même les footballeurs, ils tirent le diable par la queue. Donc il y a un problème de réorganisation du sport en Afrique. Comme disent certains, au moins ils voient le diable pour tirer sa queue, qui ne voient même pas le diable. À quel moment est-ce que le fait de penser à soi, parce que bon, il y en a qui sont partis qui sont peut-être contents, mais est-ce qu'on ne comprend même pas aussi les générations futures? Il y a d'autres jeunes qui ont envie aussi d'aller se frotter à leurs collègues, on va dire, des autres pays à l'occasion des compétitions. Est-ce que ça ne compromet pas les possibilités de voyage pour les futurs athlètes en Afrique? Non, je ne pense pas parce que de toute façon, si on est invité aux différentes compétitions, il faut bien qu'on s'y rende. Il faut bien qu'on s'y rende. Donc on aura toujours besoin de former des équipes. Mais le problème est au niveau des mesures qu'on prend pour éviter ce genre de situation. Surtout que ce n'est pas un fait nouveau, c'est un fait récurrent. Je pense qu'il faut songer à prendre des dispositions non seulement au niveau des délégations africaines, mais au niveau des pays qui organisent également. Parce que, ça, moi, je le dis, c'est un véritable camouflet pour notre ministre, hein, qu'il soit présent à Nice, et au nez et à la barbe du ministre, on a pléthore de joueurs qui désertent la sélection. Ça veut dire que, quelque part, il y a eu un peu de légèreté. Surtout qu'on était prévenu que ce genre de situation se répète lors des grandes rencontres, des grands rendez-vous. Donc je pense qu'il y a eu un peu de légèreté. Sinon, effectivement, il faut changer. Le problème, c'est celui que Choualou a posé tout à l'heure. Est-ce que ceux qui s'en vont ne vont pas à la recherche d'un mieux-être? Un mieux-être du point de vue financier, du point de vue comment on appelle, de l'exploitation de leur potentialité. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ces jeunes-là sont obligés de partir à l'extérieur. Et aujourd'hui, le phénomène est tellement important que vous avez plein d'Africains qui courent pour des pays européens. Pas très loin de nous, il semblerait même que Muriel soit convoité par les États-Unis. Donc, ça pose le véritable problème de la volonté politique d'asseoir une véritable politique de sport. Parce que tant qu'on restera à végéter de cette manière, ça n'évoluera pas. Il va en avoir toujours les fuites de talent, il faut dire. Eh bien, au début, ça nous faisait sourire, hein, que ce soit des artistes, que ce soit des Congolais, mais attention, maintenant, c'est des Ivoiriens. C'était assez rare, hein, il faut le dire. Mais voyez-vous, on n'a pas les moyens qu'utilisaient les autorités des pays de l'ex-Union soviétique avec des menaces de représailles sur les membres de la famille. Donc là, il y avait très peu de fugues. Hein. Et pourtant, même dans ces conditions-là, il y en avait. D'accord ? Mais le problème qui va se poser, c'est que maintenant, eh bien, l'accès de nos athlètes de différentes compétitions dans ces pays va être fouillé à la loupe. Hein. On va y regarder de très près. Et on aura de moins en moins d'athlètes qui iront se frotter aux autres pays, donc ça fera que évidemment les progrès vont être difficiles. Ceci dit, on ne peut pas empêcher un sportif enfin, comme toute autre personne, hein, de chercher un mieux-être si ils ont trouvé l'occasion. Eh bien, bon, à la limite, bon, on leur souhaite bonne chance, mais ça ne fait pas bien, ça fait assez désordre. Finalement, alors, on va continuer. La question de savoir est-ce que ces jeunes ont tort de partir? D'accord. On va en parler on continue d'en parler. Il y a l'un de nos envoyés spéciaux à Nice qui est donc en ligne. Sébastien Ognien, Ayoua, bonsoir. Bonsoir Benson Pianaka. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos athlètes, on va dire, vous qui êtes là-bas? Vous n'avez pas les moyens, vous, Sébastien, de les retenir? Je ne pense pas que ce soit moi, Ognien, qui doit chercher les moyens pour retenir ces athlètes. Je pense que ces athlètes sont partis au nom de certains pays, de plusieurs pays, et puis il y a des chefs de délégation
faut pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes partis avec le ministère des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse. Nous sommes partis avec le ministère de l'Environnement. Nous sommes partis avec le ministère de la Culture. Alors, comment ça se fait que des athlètes réussissent vraiment à s'échapper? Ce sont des questions qu'on se pose tous. Si c'est un athlète qui s'échappe, ça c'est autre chose. Si c'est deux athlètes, c'est autre chose. Mais quand vous voyez que toute une équipe, par exemple, disparaît, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas préparé d'avance? Ce sont des questions qu'on se pose. Alors, Sébastien, vous qui êtes là-bas, est-ce que quelque part, est-ce que la France, par exemple, hein, en l'occurrence, puisque ça se passe à Nice, est-ce que les pays même qui accueillent ne sont pas, on va dire, complices un peu aussi, ne sont pas des demandeurs de talent et donc facile? Parce que à chaque édition, on dit non, il faut prendre des mesures, il faut resserrer, mais ça se répète. Je ne pense pas que l'objectif de, par exemple, la France, qui abrite donc c'est celui de la francophonie, à travers donc sa ville Nice, je ne pense pas qu'au niveau de la France, qu'on ait adopté une telle politique. Je pense que le problème vient de l'Afrique même. Quand on prend ces joueurs pour partir, ces athlètes pour partir, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que tout n'est pas préparé depuis Abidjan avant que ces enfants-là ne partent? Moi, je pense que tout est préparé depuis Abidjan. Vous pensez même qu'on choisit... Je parle du cas de la Côte d'Ivoire. Vous pensez même qu'on choisit les gens pour partir, pour leur permettre de rester là-bas? Je vais te donner un exemple, Benson. Oui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis allé, par exemple, voir un groupe d'artistes, ils sont 4 jeunes qui sont allés à une place publique donc pour un spectacle. Mais ils n'ont pas d'accompagnateur, ils sont seuls. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, je ne parle pas d'hier ou bien d'avant, je parle d'aujourd'hui. Alors, j'ai demandé à ces jeunes-là, qui vous accompagne? Ils m'ont dit que, tonton, vraiment, personne ne nous accompagne. Bon, on a fini là, nous, on va se débrouiller pour aller chercher à manger et tout ça. Si vous prenez les délégations de la Côte d'Ivoire, dans les différents ministères, tous ceux qui sont partis, ils sont allés pour faire quoi? Je pense que chacun devait jouer un rôle. Si vous êtes allé avec des délégations pour accompagner ces enfants-là, il faut rester avec eux. Ce n'est pas la première fois qu'on constate ça. Alors quand les gens s'en vont, on confie la liste des ministères, tout le monde s'en va et arrivé ici, chacun fait ce qu'il veut, on laisse ces athlètes-là tout seuls, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est pas comme ça. Alors il y a une question de Aka Emmanuel. Oui. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Il semblerait que notre délégation n'ait pas eu de tenue pour le défilé, est-ce vrai? Bon, je pense que dire faux aussi, c'est trop grave. Je pense qu'on a eu une tenue au défilé, c'est que chacun est parti avec sa tenue. Donc ils étaient quand même habillés. On voit les images d'ailleurs. Voilà, chacun s'est débrouillé avec sa tenue. Chez nous, il y a une tenue qu'on appelle une zata. Peut-être que c'est ça qu'ils ont peut-être adopté. Sinon, je me pose quand même une question. Comment ça se fait que la francophonie qui est programmée, aujourd'hui on sait qu'en 2017, il y aura la francophonie en Côte d'Ivoire. Comment on ne peut pas, nous, en tant que Côte d'Ivoire, habiller nos athlètes pour un défilé? Comment on peut répondre à une telle question? Benson, alors ce sont ces mêmes négligences-là qui font que ces athlètes-là, quand ils arrivent à fuir. Tu comprends? Tu comprends, Benson, que... Alors ne quittez pas. Oui, mercredi dernier, il semblerait que le ministre s'en ait pris violemment à nous lorsque nous décrions certains dysfonctionnements, certaines approximations. Voici aujourd'hui ce qu'on constate. C'est quand même étonnant qu'avec une délégation d'une telle envergure, on n'ait pris aucune disposition pour éviter ce genre de choses. Le ministre se plaint que nous le critiquons et que nous venons nous asseoir sur les antennes pour jeter le propre sur l'État. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Comment une nation comme la Côte d'Ivoire peut défiler sans tenue, de 1. De 2, à la barbe et du ministre. Alors Sébastien, ils ont défilé comme ça, sans tenue, devant le président de la République qui était là-bas. Je pense que la partie qui a intéressé vraiment le président de la République, c'est la prestation
Magic System de Magic System qui a sauvé un peu la face. Hein. C'est à ce niveau que le président s'est senti vraiment concerné et qui s'est levé. Et puis parce que là, au moins, il reconnaît que ils sont venus représenter la Côte d'Ivoire dimanche. Bon, c'est pas méchant ce qu'on nous disait, hein, c'est pas méchant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'élément que vous avez reçu concernant l'athlète de lutte? Oui, absolument. On a vu donc Béni Rosali. Dans cet élément, le garçon qui était juste à côté de la fille, c'est celui qui est parti. Alors, pour vous imaginer, c'est un monsieur qui était avec nous, avec qui on a discuté. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais vous me semblez un peu triste, qu'est-ce qu'il y a, vous avez envie de fuir ou quoi? Il m'a dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, attention, le lendemain, je vais me déplacer pour aller chez vous, pour aller te voir. Si tu vas fuir, c'est même pas la peine que je fasse cet élément. Je n'avais pas eu tort de dire ça d'avance. Et il a fui. Je suis arrivé au stade. J'ai dit que je suis venu pour l'athlète ivoirien. On dit, ah, voici son adversaire, mais il est sûr, l'athlète là n'est plus ici. Vous avez des questions à Sébastien Une question. Moi, je vais poser une question. Alors, avant de venir, donc une question à Sébastien avant que. Sébastien, on laisse, il est quand même tard là-bas. Oui, je voulais savoir, après la défection des 3 basketteuses, oui, et avec la sélection qui est qualifiée pour les demi-finales, dans quel état d'esprit se trouve cette sélection-là amoindrie? Koulibaly, heureusement que chez nous, c'est 3. Donc, il n'y a plus question d'état d'esprit. Comme il y a beaucoup d'encadrants, on va essayer de prendre des maillots pour donner à certains encadrants pour gonfler le groupe. Mais je pense que ceux qui sont restés, bon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire avec. Seulement la grosse interrogation, ceux qui sont restés aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces athlètes-là continuent les compétitions jusqu'à terme? Parce que si on doit les laisser seuls, alors chacun se dira que c'est une porte ouverte. Les autres qui sont partis là, qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc moi aussi, ça peut m'encourager à partir. Espérons que demain, qu'on ait cette équipe encore en place. Ça, c'est la grosse interrogation. Si elle n'est pas en place, peut-être que nous autres journalistes, nous allons aller les aider. Vous imaginez mon poids? Pour jouer au basket, ça va être totalement difficile. En tout cas, merci beaucoup Sébastien pour votre contribution. Mais une dernière question. Rassurez-nous. Vous voulez poser une question Sébastien? Ok, donc rassurez-nous avant de vous dire au revoir. Vous allez revenir à Abidjan? Ben, ce soir, je suis venu à Cannes. Et je pense que moi, à mon âge, ce serait vraiment une malédiction que je reste. Merci beaucoup Sébastien Oyer. Bonne nuit. Oui, je suis allé. Oui, enfin, on en rit, mais c'est vraiment grave. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. L'image de la Côte d'Ivoire qui est ternie à Nice, on connaît tous. Hein, excuse-moi, le ministre trouve que nous jetons le propre sur l'État en dénonçant ce genre de fait. Vous voulez qu'on se taise devant ce genre de Moi, j'ai participé. Peut-être que les gens du ministère, c'est leur première participation aux Jeux de la francophonie, mais moi je connais les Jeux de la francophonie. J'étais déjà aux Jeux de la francophonie à Beyrouth. On a vu une délégation ivoirienne qui était nickel et bien habillée. On a fait honneur à la Côte d'Ivoire à Beyrouth en 2009. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment la honte. On jette le propre sur un pays qui se veut émergent en 2020. Mais je pense que là, il faut tirer les conséquences, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Un pays faire aussi de la mode en Afrique, ça fait bizarre. Et la ville de Nice va, à la fin des manifestations, donner le flambeau à la Côte d'Ivoire, futur pays organisateur. Donc on devait vraiment marquer positivement notre présence à cet événement et soigner notre image avec la présence de nos autorités politiques. Les plus hautes autorités étaient en place. Donc il fallait vraiment livrer un autre spectacle que ces athlètes en tenue, comme on dit, bigarrés, c'est ça? Voilà. Voilà. Alors sur la question donc, des raisons donc, qui motivent ces fuites donc, de nos athlètes, le Premier ministre, lors des assemblées de l'ACNOA, a déjà attiré l'attention sur la nécessité de mettre en place en tout cas, toutes les communautés pour retenir ici en Afrique nos athlètes. On va écouter donc le Premier ministre Daniel Kablaneka. L'Afrique a remporté par le passé de grandes victoires au cours de certaines éditions des Jeux olympiques. Malheureusement, au cours des derniers Jeux de Londres, de ce que nous croyons savoir, tous les observateurs ont été surpris par ce qui peut s'apparenter à un succès mitigé de nos athlètes.
Pendant ce temps, des médailles étaient remportées par les Africains au nom des autres continents. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite de nos meilleurs représentants au profit des autres pays? L'Afrique se pose de nombreuses autres questions. Alors, on pourrait retrouver par exemple nos basketteuses dans les grands championnats français notamment? Non, je ne crois pas. Hein. Non, je ne crois pas parce que là, là, le niveau est différent. non, parce que là, ces fuyards se mettent automatiquement en situation d'illégalité. Parce que généralement, quand c'est comme ça, les passeports même, ils oublient les passeports, ils s'en vont sans passeport. Donc là, c'est dans la clandestinité maintenant qu'ils vont se retrouver. Parce que j'ai déjà vécu, comme tout à l'heure je le disais, j'ai déjà vécu le cas, les 15 joueurs, les 15 gamins qui ont fui, les passeports avaient été pris par le chef de la délégation, mais ça ne les a pas empêchés de fuir. Et dans ce cas d'espèce, les passeports sont récupérés, mais sans passeport, ils s'en vont sans passeport. Oui, mais il y a beaucoup de clandestins. Il faut dire que c'est deux situations différentes. Parce que là, on est dans une situation où des athlètes ont fui de manière clandestine. Or là, le Premier ministre parle d'une situation où des athlètes, de manière, choisissent volontairement de quitter une sélection pour une autre. Dans le cadre d'une mutation, ce qui ne se fait pas au football, ce qui ne peut plus se faire au football, quand vous avez joué pour une sélection senior, vous ne pouvez plus jouer pour une autre sélection senior. Mais en athlétisme, en karaté, dans toutes les autres disciplines, cela est possible. Et il y a une période à observer pour l'athlète qui demande, voilà, c'est 6 mois, je pense, 6 mois pour certaines fédérations, 2 mois, 3 mois pour d'autres, 1 année pour certaines. Donc, après cette période-là d'observation, vous pouvez changer de nationalité, voilà, et courir. C'est ce qui a été le cas, par exemple, de beaucoup de Djiboutiens, Éthiopiens, Kenya, qu'on retrouve dans les pays du Golfe Persique, qui courent pour des médailles. Voilà. Parce que, en fait, c'est le problème de fond, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est est-ce que les athlètes africains vivent de leur art et de leur savoir-faire? Non. Donc, quand ils vont dans ces pays et qu'on leur permet de vivre décemment de ce qu'ils savent faire, si c'est par exemple des athlètes kenyans qui ont un moment longtemps déserté pour aller dans le Golfe Persique, ils reçoivent des revenus qui sont largement au-dessus des revenus d'un haut cadre du Kenya. Voilà. Oui, en fait, il faut savoir que quand ils ont décidé de prendre la fuite, eh bien, il y a parfois des demandeurs qui vont leur assurer l'asile et qui vont leur assurer une période de 6 mois à partir de laquelle on va pouvoir les remettre dans le circuit. Voilà pour ceux qui sont organisés. Il y en a qui improvisent, hein, mais il y en a d'autres qui sont organisés. Il y a même certains clubs, ils ne seront pas complices, mais ils vont tout faire pour que l'athlète puisse retrouver des documents légaux. Maintenant, je me suis trompé quand je disais à Seydou, pour les athlètes africains, alors, quand tu veux changer de nationalité, tu en fais la demande à ta fédération. Et si la fédération dit « OK », comme ça a été le cas pour ce Ghanéen qui a compéti en saut en longueur pour les Pays-Bas, n'est-ce pas? Il a dit « Écoutez, je vis là-bas, je veux courir pour eux, est-ce que vous êtes d'accord ?» Les Ghanéens ont dit « OK ». Tout de suite, on a entériné ce choix. Maintenant, quand ils refusent, eh bien, c'est 2 ans, hein, la période pendant laquelle ils ne pourront pas compétir. Mais là, bon, voilà un peu ce qui se passe. Mais ça pose le problème du fait que, eh bien, à part les sportifs de haut niveau, mais vraiment l'élite sportive, quels sont les autres qui peuvent, je ne sais pas, garder leur nationalité et compétir pour leur couleur tout en gagnant bien leur vie? Voilà le problème. Alors, on parlait aussi tout à l'heure, quelqu'un a évoqué aussi de la complicité des parents qui incitent leurs enfants à ne pas revenir si vous avez une opportunité d'être là. Mais tout ça est lié au problème de mieux-être et puis l'espoir de voir le fils percer en Europe. C'est ça le problème, c'est la quête toujours du mieux-être. Je disais le mieux-être sur le plan financier et puis sur le cadre aussi pour exprimer ses compétences. Il y a tous ces éléments qui rendent... Quelqu'un disait, j'ai lu dans un journal qui a dit, est-ce qu'il ne faut pas mieux organiser ces Jeux de la francophonie finalement dans les pays du Sud où il n'y a jamais de défection, au Niger aucune défection, voilà, à Beyrouth aucune défection. Est-ce qu'il ne faut pas disputer ces Jeux-là dans les pays mais plus que ça, je pense que compte tenu de l'ampleur que prend le phénomène, il serait peut-être bon que même le pays organisateur veille, parce que je pense que les pays européens ont la capacité de contrôler toutes ces fuites. C'est une preuve de légèreté de notre délégation et des délégations africaines, mais je pense que si les pays organisateurs s'impliquent, notamment si c'est en Europe, il faut le dire, si c'est en Afrique,
C'est à peu près... Alors, on va écouter le général par l'info, tout dans les mêmes assises de l'ACNOA, toujours sur le même sujet. Il faut que nos compétiteurs aient le maximum de choses pour s'aguerrir. Et aussi, nous allons essayer de former des centres en Afrique pour éviter la fuite de nos athlètes. Aussi, chercher des moyens qu'on puisse les conserver après les compétitions chez nous. Parce que s'ils sont sûrs d'avoir un revenu minimum pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, ils ne prendront pas la clé des champs. Alors, si on peut enchaîner avec l'élément donc sur la délégation congolaise qui a été la première donc à ouvrir le bal donc des fuyards, on va regarder et puis on va essayer de donner quelques ébauches de solutions donc pour juguler donc ce phénomène. C'est la dernière image de l'équipe congolaise au grand complet, le jour de l'inauguration des Jeux de la francophonie. 37 sportifs tout sourire, heureux d'avoir décroché leur ticket pour la France, trop peut-être. Dimanche, 10 d'entre eux se sont évaporés dans la nature. 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur volatilisés. Une disparition qui laisse la délégation congolaise sans voix. On était ensemble, ils sont bien logés, bien nourris, ils sont bien payés. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. À Nice, personne n'a rien vu venir. Dimanche matin, après avoir touché une prime de 1 000 € censée couvrir leurs dépenses personnelles, les Congolais logés dans cette cité universitaire devaient rejoindre leur chambre. Ils ne l'ont pas fait. Certains évoquent un différend autour des primes. Le problème, c'était des problèmes de primes. Qui, comme dans toutes les délégations, on parle de problèmes de primes. C'était des problèmes de primes, de frustration de primes. Mais on ne peut pas parler de disparition. Parce qu'on arrive à les joindre, donc ils sont encore dans Nice. Ont-ils succombé aux sirènes d'agents sportifs qui leur auraient fait miroiter de brillantes carrières en Europe? La délégation congolaise a porté plainte. Pas vraiment surpris, les organisateurs des Jeux rappellent que c'est aux délégations nationales d'encadrer les sportifs. On l'avait forcément anticipé puisque l'on sait que ça se produit à l'occasion de grands événements, surtout quand ils se déroulent dans des pays occidentaux. Et le dernier exemple, c'était les Jeux Olympiques l'an dernier. À Londres, déjà, 4 athlètes congolais avaient pris la poudre d'escampette. Cette fugue niçoise est un nouveau coup dur pour l'image du Congo-Kinshasa. Et pour l'image aussi de la Côte d'Ivoire, depuis toute l'Afrique, donc, en général. Alors, juste un petit tour, mais messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'à l'avenir, ces choses-là ne se répètent pas? À mon avis, je pense qu'il faut une réelle politique de sport. Et le général Palanfo l'a évoqué plus ou moins. Il faut des centres de haut niveau, il faut des infrastructures. Et puis, il faut trouver peut-être le système pour que les sportifs puissent vivre du sport. Ouais, je pense que c'est dans le même bain. Il faut professionnaliser le sport. Il faut professionnaliser le sport. On parle de loi du sport qu'on va mettre sur pied, mais depuis ça traîne. Aujourd'hui, le sport est un facteur pas plus de rassemblement, c'est plus du jeu. C'est aujourd'hui une industrie, c'est du business. Et ces jeunes-là ne vont plus à l'école, ils pratiquent du sport, mais il faut qu'ils vivent de cet art. Il faut qu'ils vivent de ce qu'ils... C'est des travailleurs, c'est des professionnels. Mais il faut maintenant, concrètement, il faut qu'on passe à l'acte pour éviter ce genre de situation. On ne peut pas progresser en sport sans se frotter aux grandes nations dans telle ou telle discipline. Donc ce sera assez difficile, n'est-ce pas, si on devait prendre des mesures pour éviter ce genre de situation. On ne voit pas comment on peut s'en sortir. Ou bien alors on renonce à faire progresser les différentes disciplines sportives, ou bien alors, je ne sais pas, on prend des mesures en amont. Mais quelles mesures peut-on prendre? On ne peut pas enquêter sur la moralité. Enfin, la moralité, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'ils ont bien le droit d'aller chercher mieux. On peut pas, on doit les former psychologiquement également, puisque financièrement, matériellement, on n'a pas les moyens de les retenir, il faut bien le dire. Donc ça pose un véritable problème. Bon, moi je pense hein, qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Tout ce que nous disons ici, c'est des souhaits, mais qui sont loin de se réaliser. Techniquement comme financièrement, c'est loin d'être... je ne vois pas comment des athlètes peuvent vivre de leur art en Afrique. C'est un peu... Il n'y a que le football et le basket. Et tout dernièrement, peut-être le handball. Mais toutes les autres compétitions, d'abord, ce n'est pas très développé chez nous. Et vraiment, c'est difficile de maintenir les gens. Hein.
Même le football. Bon. Attends, les joueurs locaux. Il n'y a pas de fuite. C'est une bonne perche que vous m'étendez donc pour faire la transition et parler donc de notre deuxième sujet, le football justement avec ce match Côte d'Ivoire-Maroc. On a dit spectacle nul pour un match nul. Match nul à tout point de vue, au point de vue du score, mais aussi de la qualité de la production de nos athlètes. On va en parler, messieurs. Est-ce que donc le jeu, on peut le dire hein, sans embâche, depuis quelques temps quand même, le jeu des éléphants fout le camp. Ah oui, ça, si vous me permettez l'expression. Il ne faut même pas se voiler la face, parce que ce qu'on a vu samedi dernier, c'était pas digne du tout de la sélection ivoirienne. Vu la qualité individuelle des joueurs qui composent cette sélection, vu la qualité des joueurs, quand on les voit jouer dans leur club, respectivement en Europe, que ce soit Drogba, Kalou, Gervinho, Nyeri et autres, vraiment c'était une copie très pâle des éléphants. Et il faut dire que depuis la CAN, les éléphants nous ont habitués à ce genre de copies. Cela est devenu récurrent et il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Parce que cette équipe du Maroc qui était en face des éléphants samedi n'était pas un foudre de guerre. Cette équipe, c'est une équipe jeune, composée à 80% des Olympiques. C'était une équipe très jeune, une équipe qui est en train comme Taoussi l'a dit lui-même, l'entraîneur marocain, c'est une équipe qui est en train de se mettre en place. Mais tactiquement, elle a bien joué le coup et nous avons été incapables, ne serait-ce que 5 minutes, de pouvoir bouger cette équipe. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros problème et le fond du problème, c'est l'entraîneur. Okay. Il ne faut pas se voiler la face. Okay. Résumé donc de ce match Côte d'Ivoire-Maroc et puis on continue donc sur le sujet. 10 minutes d'observation et c'est le Maroc qui s'offre la première grande occasion avec cette belle reprise qui aurait pu faire mal. Mais les perches ivoiriennes, contrairement à la défense, ne sont pas fébriles avec un super Kopa Barry très en confiance. La riposte se fait attendre. 22e minute, Gervinho entame son exercice favori jusqu'aux portes des Marocains et sert Didier Drogba qui rate son coup. Rebelote dans la minute qui suit. D'autres tentatives ivoiriennes troubleront le portier marocain avant la pause, mais sans le faire plier. Ce sont les Marocains qui annoncent la reprise après 8 minutes de jeu. Une rentrée de touche ivoirienne mal gérée qui entraîne une contre-attaque très bien menée, cette fois par Youssef El Arabi. Le Maroc mène 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Très en confiance, la bande à Rachid Taoussi dirige les débats. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont volontaires, mais trop lourds. On joue à présent 85 minutes. Les Ivoiriens en veulent et finissent par obtenir un pénalty indiscutable sur une faute de main en pleine surface marocaine. Le capitaine Didier Drogba prend ses responsabilités et assure l'égalisation. Côte d'Ivoire 1, Maroc 1, score final. Alors, on va dire quoi? Pas de mouvement collectif, option tactique pas très visible sur ce match. Chalo, la responsabilité de l'entraîneur est engagée sur ce match. Oui, à tous les coups. Et puis, il ne faut pas se fixer sur ce match. Il y a longtemps que nous décrions ça. Le manque de fond de jeu, la cohésion au niveau des équipes. Le samedi, on a vu une équipe qui était coupée en trois. Et le constat que moi je fais, la Côte d'Ivoire, sous la Mouchi, a du mal à gagner face à des équipes bien en place, bien organisées. Ça, c'est un premier constat. Je peux vous donner des exemples. Et ça, c'est inquiétant pour le mois d'octobre et de novembre. C'est à ce niveau que se situe mon inquiétude. On peut tout dire. Moi, je ne parle pas, même pas du résultat, tout ça. Mais c'est le contenu du jeu qu'il propose. Samedi, on a vu du bricolage. Sabri a fait du lamouchi. Ce qu'il a fait, c'est du bricolage. On a vu une équipe qui était désorganisée, des joueurs, de là-haut, on voit des joueurs qui vont dans tous les sens, comme des écoliers dans une cour de récréation. Mais c'est le rôle de l'entraîneur. C'est à l'entraîneur de mettre en place une organisation de jeu. C'est à lui de recadrer ces jeunes-là. Et puis ces joueurs-là, on les connaît tous. On les connaît tous. Mais on a l'impression que Sabri est en train de bousiller le peu de crédit qui reste à cette équipe-là sur le plan du jeu. Je dis bien sur le plan du jeu, les éléphants inquiètent. Et nous sommes inquiets parce que octobre-novembre, c'est crucial. Il faut faire, si on continue de jouer de la sorte, je pense qu'on va regarder la Coupe du Monde avec une jumelle. Il faut faire très attention. On ouvrière.
Oui, Pierre, nous avons mal en tant que supporters de cette équipe nationale. Même s'il s'agissait d'un match sans enjeu, c'était un match très important pour Sabri Lamouchi parce qu'on voulait savoir un peu l'état des lieux. On voulait savoir si notre entraîneur était vers la meilleure formule possible de cette équipe des éléphants dans sa composition et dans la réalisation du plan de jeu. Voilà deux éléments qui sont très liés. Eh bien, le premier élément a donné la réponse pour le second élément. Le premier élément, c'est la composition de l'équipe. Comment pour un match de cette importance, même si je le répète, il n'y avait pas d'enjeu, mais c'est un match très important, comment aligner une défense expérimentale où les quatre n'avaient jamais joué ensemble en équipe nationale et même pour l'un d'entre eux, il était titulaire pour la première fois. On ne peut pas mener de projet sportif cohérent avec sans avoir une défense qui soit au moins acceptable. Nos joueurs en défense marchaient sur des œufs. À partir de ce moment-là, tu peux avoir 2 Yaya, 3 Gervinho et autres, n'est-ce pas? On n'allait pas avancer. Et voilà un peu ce qui s'est passé, qui nous a fait passer une triste après-midi au Stade Fouloigny. Mais rien n'est perdu. On pourrait le dire, hein, le plus important, ce sont les 2 matchs qui viennent, n'est-ce pas? Il faut parer au plus pressé, il faut agir dans l'urgence parce qu'il y a véritablement urgence. Parce que l'équipe que nous voyons ne fait plus peur à personne. Et l'équipe que nous voyons ne joue pas sans fond de jeu, mais on a l'impression que c'est le contraire de ce qui se passe au basket où les joueurs travaillent ensemble, ils ont plusieurs combinaisons. D'accord? Et quand on voit, selon la manière dont le jeu de l'adversaire se présente, on met en jeu ces différentes combinaisons-là. Mais on a de grands joueurs, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas travaillé, on a l'impression qu'ils viennent en vacances. Hein. Et d'ailleurs, il y a un des entraîneurs expatriés qui disait souvent qu'il a l'impression que ces joueurs viennent en vacances. C'est le club méditerranéen pour rappeler l'expression employée par Robert Mouzaret à l'époque. Non, quand ils viennent, eux aussi, il faut travailler. Et on n'a pas l'impression qu'il y a ce travail. Ok, Emmanuel, est-ce que l'entraîneur est le seul responsable de ce qu'on a vu samedi, les joueurs eux-mêmes? Le seul responsable, je ne pense pas, mais le principal. Parce que un entraîneur, c'est celui qui imprime une philosophie, une manière de jouer à l'équipe. Les joueurs ne se lèvent pas un à un pour dire on va jouer de cette manière. C'est l'entraîneur qui imprime ce qu'il veut comme projet de jeu. Donc l'entraîneur a une très grande part de responsabilité. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des gestes que les joueurs peuvent rater par-ci, par-là, ou rater le cadre, ou le tir que Drogba fait qui recourt sur la défense qui a sur la ligne de but, ça ne dépend pas de l'entraîneur. Mais de manière générale, ce que nous déplorons, c'est que nous ne voyons aucun schéma de jeu. Alors, par exemple, les gens disaient pendant tout le match, et je peux partager un peu leur avis, Kalou qui n'était pas vraiment dans son meilleur jour, aurait pu sortir, par exemple, il y avait encore des milieux au-delà de Kalou, le problème, c'est que on a l'impression que quand on a fini de faire les passes latérales, on donne le ballon à Gervinho ou bien à Kalou, ils n'ont qu'à se débrouiller pour faire une percussion et puis peut-être faire un retrait. C'est tout le schéma de jeu. Alors que quand même, une équipe nationale doit avoir des combinaisons, un schéma de jeu d'attaque et un schéma d'évolution. On ne voit, il y a 3 manières de marquer un but dans un match de football. Il y a les coups de pied arrêtés. Si vous regardez sur nos coups de pied arrêtés, c'est toujours improvisé, il n'y a rien de préparé. Il y a les attaques rapides, qui parfois est faite avec des joueurs de percussion. Et la rapidité, ce n'est pas vraiment le fort de Côte d'Ivoire. Avec des joueurs de percussion, peut-être avec Gervinho. Et puis il y a les attaques placées. Mais on ne constate rien. On a l'impression que les gens jouent un peu à l'instinct à l'approche des buts. Or, tout match repose sur un schéma bien étudié, bien mis en place par l'entraîneur. À ce titre-là, je pense que notre entraîneur, je regrette, mais il nous montre quand même certaines insuffisances, certaines limites. Alors avant de revenir au Cholet, on va écouter un de nos consultants donc, au téléphone. Bakayoko Kapi, bonsoir. Oui, bonsoir Benson. Alors on était ensemble sur le direct, on a regardé donc ce match Côte d'Ivoire-Maroc. Avec le recul aujourd'hui, comment vous jugez un peu la prestation des éléphants? On a eu une équipe de Côte d'Ivoire absente du jeu. Elle n'a pas produit de jeu. Les lignes ne bougeaient pas. Et nous n'avons exercé véritablement sur l'adversaire aucune pression, ni défensivement, ni à l'offensive. On a eu l'impression par moment
qu'on était, comme d'habitude, au service minimum. C'est-à-dire que l'équipe, chacun étant professionnel, se contente de faire le minimum qu'il faut pour ne pas s'attirer la foule du public, pour ne pas dire voilà X qui a fait ça ou Y. Donc on donne l'impression d'avoir un groupe, mais pas une équipe. On a l'impression que la victoire et la défaite ont la même valeur pour ce groupe. Et c'est vraiment inquiétant. Parce que quand on voit le potentiel que nous avons, normalement nous devons faire peur à nos adversaires. Mais là, nous ne faisons plus peur. Moi, je pense qu'il doit y avoir un problème de management de l'ensemble de l'équipe nationale, c'est-à-dire l'environnement de l'équipe nationale, qui va au-delà de l'entraîneur. Peut-être que l'entraîneur n'arrive pas à imposer sa personnalité, mais au-delà de lui, la question aujourd'hui, c'est quel est l'environnement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand on a vu déjà ce qui est arrivé avec Maestro, quand on voit le comportement général avec la petite bagarre qu'il y a eu entre le jeune Aziz et Gosso, quand on voit toute cette dimension un peu difficile à décrire, on a comme l'impression qu'il y a un malaise organisationnel, managérial en fait. Pour le jeu produit, moi j'ai eu vraiment l'impression qu'on avait un... Donc c'est la responsabilité de la fédération elle-même qui est engagée. Exactement. Bon, le problème que... En tout cas, merci beaucoup Bakayoko Kapi. Le problème vous avez une question à Bakayoko rapidement allez-y, Bakayoko va rester un peu avec nous. Ouais, moi je pense que là il touche là un problème. Il y a véritablement un problème. Il parle de gestion managériale. La fédération, quoi qu'on dise dans cette affaire de la Mouchi, elle s'est tirée une balle dans le pied parce qu'à la lieu où vont les choses, je pense qu'on est en droit de s'inquiéter. L'équipe est en train de dégringoler. L'équipe va dans le mur. Si les éléphants ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde 2014, ce serait une catastrophe pour le football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de subventions de 50 millions au club, c'est bien parce qu'on compte c'est parce qu'on a participé à 2 Coupes du Monde, absolument. 2006 et 2010. Et là, on va tout droit dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la Mouchi. Ou non, il faut arrêter la prix pour le mettre en prison. Non, quand je dis arrêter la Mouchi, c'est de trouver une solution. C'est de trouver une solution. Parce qu'on est là, on dénonce, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Mais on fait quoi concrètement? Il faut le laisser seul, aller dans le mur, et après on va venir pleurer. Je pense qu'il y a urgence. On va libérer quand même Bakayoko. Est-ce qu'il y a, Bakayoko Kapi, il y a une solution aujourd'hui pour aider la Mouchi ou aider donc cette équipe à redevenir à son meilleur niveau? La première solution, c'est qu'au niveau de la fédération, on commence déjà à tirer des leçons de tous les matchs qui ont été joués depuis la dernière CAN. Moi, j'ai comme l'impression qu'on ne tire pas de leçons. Ça nous ramène un peu à ce que vous disiez. Je vous suivais sur la question de la francophonie et des joueurs, des athlètes qui fuient. Il y a comme une acceptation de la situation. Il n'y a jamais de vraie réponse aux situations qui représentent des dysfonctionnements. Notre équipe, on le sait, a aujourd'hui de gros dysfonctionnements en matière d'organisation, en matière de management. Et personne ne s'arrête un moment pour vous dire qu'est-ce qu'on fait comme vous posez le problème là. La fédération se dit l'important c'est que l'équipe se qualifie. Et donc la fédération travaille simplement sur tout ce qu'il y a comme élément du jour pour se qualifier, sans vraiment regarder sur le long terme ce que cela donne. Et on le voit, l'équipe joue de moins en moins bien, parce que comme on ne regarde pas sur le long terme, on arrive à gagner un match par-ci, un match par-là, on se qualifie, donc on a comme l'impression que au fond ça suffit, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, on va arriver au stade où notre équipe va être éliminée d'une compétition majeure, de plusieurs compétitions majeures. C'est à ce moment-là qu'on va être étonné. Alors qu'en réalité, on est en train d'être sur une pente glissante, faute des réponses aux dysfonctionnements que tout le monde constate. Il faut une réponse globale. Il faut que la fédération fasse le travail pour la direction technique nationale. Il n'y a pas une véritable collaboration de la direction technique nationale et la Fédé sur ce qui concerne l'équipe nationale. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Bakayoko Kapi et bonne soirée. Merci. On est amené à se poser la question de savoir quel est le projet de la fédération. Il ne reste plus beaucoup de temps pour parler donc, de ce match puisqu'on a abordé le dernier chapitre. Alors juste en un mot rapidement chacun, est-ce que la Mouchi peut réussir à nous qualifier pour la Coupe du Monde? Est-ce que les éléphants peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde? Alors qu'est-ce qu'il faut rapidement en un mot? À ce niveau, les éléphants peuvent se qualifier. Ils peuvent se qualifier même avec la Mouchi. Mais le problème, ce n'est pas ça aujourd'hui. Moi, mon inquiétude, c'est la Coupe du Monde. On ne va pas gagner la Coupe du Monde. Il y a la CAN 2015. Il y a la reconstruction de cette équipe nationale-là.
Ça, c'est mon inquiétude. Comment reconstruire cette équipe nationale? Parce qu'on ira au mondial, on ne va pas gagner le mondial. Et après le mondial, il y a la CAN 2015. C'est maintenant qu'il faut préparer cette CAN 2015. Et c'est maintenant qu'il faut la reconstruire. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Mais avec la Mouchi, à la lieu où vont les choses, je pense que la reconstruction est en mal. Koulibaly, c'est d'où? Oui. On a dit un mot, je suis très sceptique. Avec la Mouchi, je pense que la qualification va être très difficile. Quand on voit le niveau des équipes qui sont qualifiées, et les 10 équipes qui sont là, c'est vrai qu'on a des joueurs de qualité et que sur un match, ils sont capables d'un sursaut d'orgueil, mais ça va dépendre de la qualité et de l'abnégation que les joueurs vont mettre dans le match pour essayer de se qualifier. Mais je ne pense pas que ce soit dans un projet construit par l'entraîneur actuel. Parce que je pense qu'il n'est pas l'homme de la situation. Bon, je crois que ça pose un problème d'ordre général. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste en un mot. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut adjoindre quelqu'un à la Mouchi ou est-ce qu'il faut le dégommer? Vu les prestations, peut-être qu'on dirait on va un peu trop loin, mais il appartient au président de la fédération de tirer les conséquences et de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, les Ivoiriens peuvent se qualifier. Avec la Mouchi, il lui reste 2 matchs. Ce serait justement se tirer une balle dans la tête que de se passer des services de la Mouchi. Sur 2 matchs, nous allons parer au plus pressé. Nous allons raisonner sur le court terme. L'urgence, c'est la qualification. Après la qualification, si d'aventure nous obtenons cette qualification, je pense, j'espère en tant que supporter que nous allons l'obtenir, nous aurons 6 mois pour travailler. Voilà ce qu'il faut. Et tirer les enseignements de ce qui s'est passé. On a fait beaucoup d'essais. La défense est un chantier permanent. Il faut maintenant en tirer les conclusions. Alors, en tout cas, on souhaite bonne chance pour ces 2 matchs aux éléphants. Je rappelle que le tirage au sort, c'est le 16 septembre prochain. Donc, les éventuels adversaires s'appellent Cameroun, Sénégal, Burkina Faso. Pour le moment, hein, Burkina Faso, Éthiopie et Égypte. Voilà, donc pour le moment, le classement FIFA ne va pas changer. Je pense que le classement ne va pas changer normalement. Le classement du 12 ou 13 septembre prochain. De toute façon, on n'a plus le choix, hein, parce que quel que soit la absolument, il faudra jouer. Les 9 autres sont il y a un an, on était un peu dans la même situation. Et voilà, heureusement qu'on avait réussi l'obstacle du Sénégal. On souhaite la même chance, en tout cas aux éléphants de Côte d'Ivoire. On va terminer donc avec le dernier point. On va quand même parler de cette affaire Maestro, parler des conflits. Et aussi, par extension, donc Samuel Eto'o également, qui a décidé de jeter l'éponge pour incompréhension, on va dire, avec son coach. Je vais lui demander, cette affaire Maestro, une affaire de trop encore dans cette équipe de Côte d'Ivoire? C'est une affaire de trop après l'affaire Razak Gosso. Je pense que cette affaire-là pose un véritable problème de management. Parce qu'un entraîneur qui est incapable de régler un problème de brassard n'a pas sa place à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Honnêtement, parce que le problème de brassard existe dans presque tous les clubs. Mais c'est à l'entraîneur de savoir manager les susceptibilités des uns et des autres. Mais là, ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Je ne défends pas Zokora. Zokora, effectivement, l'acte qu'il a posé, c'est un acte qui est condamnable. Et puis un entraîneur, comment un entraîneur digne de ce nom peut accepter de réintégrer un joueur qui quitte la mise au vert nuitamment, qui se retrouve dans une boîte de nuit, qui a fait ce jour-là, ce soir-là, a fait 3 boîtes de nuit selon nos informations. Et le lendemain, il revient dans le groupe, on le retrouve sur le terrain en train de se chauffer le jour du match. Un entraîneur digne de ce nom ne peut pas accepter de réintégrer Zokora. Et ça, je pense que là, ça va au-delà aussi de l'entraîneur. Ouais, non, attends. Même la fédération elle-même aurait pu aussi. Même la fédération aurait pu elle-même prendre ses responsabilités dès le départ. Hein. Je pense que si ça, on est tous d'accord, vraiment, on a tous été choqués, on va dire. Hein. C'est le mot de voir Zokora se chauffer et participer à l'entraînement avec les autres. Ça, c'est clair. Mais il y a eu des cas ici. Moi, je me souviens très bien. Le cas Baou Jean-Marie avec Oscar Filonné. Oscar Filonné a mis sa démission sur la table. Tant qu'il serait l'entraîneur de la SEC, Baou Jean-Marie, pour une discipline, n'allait plus intégrer l'équipe. Il y a eu des cas. Un entraîneur doit rester ferme. Parce que là, le problème qu'il pose, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Une équipe, c'est un esprit. Mais là, et le résultat se fait sentir sur le terrain. On a vu des joueurs qui baladaient qui marchaient sur le terrain, il n'y a pas d'esprit d'équipe, tout ça. Mais un entraîneur doit être caractériel, doit avoir de la personnalité. Et ça, Lamouchi, sur ce coup-là, je pense qu'il n'a pas le niveau pour entraîner cette équipe, pour manager cette équipe de Côte d'Ivoire. Alors, avant de vous laisser la parole, je donne un exemple, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, il y a eu le cas des joueurs de l'équipe de France
junior, je crois, qui avait déserté le stage. Mais je veux dire, là, au-delà de l'entraîneur, la fédération tout de suite a pris des sanctions, a bloqué. On va vous écouter tout à l'heure. Il y a Magloire Diop qui est donc en ligne. Malheureusement, Magloire, on n'aura pas le temps de vous écouter longtemps puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez de cet épisode fâcheux de Maestro? Bonsoir Benson, bonsoir à tous les amis sur le plateau. Moi, je trouve l'attitude de Zokora tout à fait déplorable. Elle est déplorable parce que elle tend à accréditer la thèse selon laquelle l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est devenue une sorte de FC Hollywood où les stars en font à leur tête. C'est vraiment dommage. Mais il est tout à fait heureux aussi de constater que la fédération a essayé de prendre ses responsabilités en sanctionnant le joueur. Il est vrai à mon sens qu'elle a fait preuve de beaucoup de compréhension à son égard. Il a dû vraiment leur présenter des excuses. Il a dû vraiment s'humilier pour qu'on lui inflige des sanctions aussi tolérantes. Mais toujours est-il que son attitude n'est pas du tout encouragée. Il faut dénoncer cela et espérer que cela ne se produise plus. D'accord. Est-ce que vous pensez justement que ça va plus se reproduire? Vous qui connaissez bien cette équipe. Avec cette équipe nationale, on ne peut présager de rien. Elle est tout à fait imprévisible comme son jeu. Ils sont tout à fait, les joueurs, les éléphants, ils sont tout à fait capables d'être sages comme des agneaux. Et puis le lendemain, se déchaîner comme des loups. Là, bon, on espère seulement qu'ils prendront conscience, comme ils l'ont déjà démontré lors des campagnes précédentes, de l'importance de la situation, de l'importance de la qualification pour la Coupe du Monde, qui, comme Charles l'a dit tout à l'heure, est vitale pour le football ivoirien. On espère que, compte tenu de l'enjeu, ils prendront confiance et ils sauront taire les différents caprices pour se mettre au service du collectif afin que l'objectif de la Coupe du Monde soit atteint. Maintenant, une fois nous sommes en Coupe du Monde, on pourra les enfermer dans une chambre et ils pourront se battre comme ils voudront. D'accord. Vous avez été surpris quand même de voir Zokora, malgré tout, à l'échauffement? Oui, j'ai franchement été surpris parce que je me suis dit qu'il aurait été carrément écarté du groupe, carrément mis à l'écart pour ce match. Mais bon, je pense que cela dénote aussi de l'état d'esprit du groupe. On se pardonne très vite, j'ai l'impression. On se pardonne très vite les écarts. Si tout cela, ça peut ressouder l'équipe pour qu'elle nous amène au Brésil, c'est tant mieux. Ok, merci beaucoup Magloire Diop. En tout cas, merci pour votre participation. Alors, je veux dire, ça ne remet pas du tout en cause. On va dire Zokora qui est un garçon mais justement, admirable, mais qui doit malheureusement se soumettre aux sanctions. C'est ce que je veux dire, parce que je crois que s'il y a un des joueurs qui a manifesté son nationalisme, n'est-ce pas, à travers son jeu, c'est bien Zokora. Je ne sais pas si c'est la vraie raison que les gens nous donnent. Mais ça pose, il n'y en a pas de voilà, ça pose vraiment un climat, qu'il y a un climat de malaise latent dans cette équipe. Parce que ce serait trop enfantin pour Zokora qui a quand même manifesté à plusieurs reprises son attachement à cette équipe nationale. Il aime cette équipe, voilà, de se comporter comme ça pour un problème de brassard. Mais c'est des choses qui ne doivent pas... La hiérarchie est établie. La hiérarchie est établie. Je crois que c'est ça, l'entraîneur a toujours été c'est là justement. La hiérarchie est établie. L'acte posé est là. Absolument. Il a quitté du Tamal. Et donc il est sanctionné. Il est revenu là. Et la fédération et l'entraîneur ont manqué de fermeté. Absolument. Ça, il ne faut pas se voiler. C'est clair. Quand même, là, on est d'accord avec vous. Là, la fédération et l'entraîneur ont manqué de fermeté, en tout cas au moins. Et le drame, c'est que Zokora est sur le banc de touche et il ne joue pas. Oui, parce qu'il aurait pu jouer. La tournée que prenait les événements, il aurait pu jouer. Je ne vois pas. Ça, c'est l'une des incohérences également. Ouais. Vous le mettez sur le banc, vous savez qu'il y a eu un problème, il ne va pas jouer et il est quand même sur le banc. Surtout que le texte de la sanction précise écarté immédiatement. Il y a eu le cas Ibrahim Bakayoko. Pour un problème de brassard, Ibrahim Bakayoko a refusé en conférence de presse de répondre à une question d'un journaliste. Il a été radié de l'équipe nationale. Mais le cas de Zokora est plus grave. 10 fois plus. Est 10 fois plus grave, si tu le veux.
c'est plus grave le cas de Zokora. C'est vrai que Zokora, c'est un garçon charmant, mais là, l'acte qu'il pose, c'est inadmissible. Est-ce que ça ne traduit pas un certain malaise au niveau de cette équipe? Justement, quelles que soient les raisons qu'on peut avancer, ce que nous dénonçons depuis longtemps. Quelles que soient les raisons qu'on peut avancer, là je suis d'accord avec Charlie aussi, l'acte qu'il pose, veut dire, ne peut pas être défendu. Non, quelles que soient les raisons, ça ne défend pas son acte. Mais est-ce que l'acte en lui-même n'est pas le résultat d'un dysfonctionnement au niveau de l'équipe nationale? Mais sur la question. En l'occurrence, la fédération a manié la carotte de la compréhension et de la réintégration partielle et le bâton de l'amende. Attendez, de l'amende et le bâton. Elle a manié la carotte de la compréhension et de la réintégration et le bâton de l'amende. D'accord? Dans un climat déjà délétère, il ne fallait pas rendre le climat encore plus délétère. Mais seulement ça pose un problème. Ça pose un problème. Il n'y a pas de groupe sans problème à l'intérieur du groupe. Mais ce qui est reproché, c'est que ces problèmes ressortent du groupe. Quand Razak et Gosso en viennent aux mains, ça arrive dans toutes les sélections, mais il ne faut pas que ça sorte. C'est ça le problème. Donc il faut peut-être assurer. Il faut assurer un encadrement. Il faut assurer un encadrement psychologique interne de ces joueurs de la sélection pour que ce genre de problème soit traité à l'intérieur et ne soit pas. Le problème que ça pose, tout à l'heure je le disais, c'est un problème de management. On est bien d'accord. Parce que, selon les informations qu'on a, l'entraîneur a tenu des promesses à Zokora. Maintenant, Didier revient dans le groupe, qui est le capitaine naturel et historique de cette équipe, mais c'est un problème de management. Le discours de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a dit à Zokora? C'est vrai qu'on ne défend pas Zokora, mais je dis, un problème de brassard dans une équipe, c'est du ressort de l'entraîneur. Il a mal managé cette affaire, c'est pourquoi cette affaire a éclaté au grand jour. Et là, ça démontre là que dans le groupe, il y a un malaise. Il y a des pros Zokora, il y a des pros Didier Drogba, et voici le malaise qui... Alors parlons un peu de Samuel Eto'o, parce qu'il reste malheureusement 30 minutes donc avant la fin de cette émission. Eto'o, Samuel, lui également donc, en conflit, on va le dire clairement, avec sa sélection. Et son entraîneur a décidé de ne plus jouer pour l'équipe du Cameroun. Alors, l'entraîneur dit que Eto'o veut lui imposer des joueurs, en l'occurrence Jérémy Ditap notamment, que lui, il n'est pas prêt, et Achille Webo, lui n'est pas prêt à accepter donc qu'on lui impose des joueurs, et qu'il n'est pas prêt donc à céder au caprice du capitaine des Lions. Alors, quelle réaction, Chaléo? Sur le coup, si on reste sur les déclarations de l'entraîneur, je pense que l'entraîneur, il a raison. Parce que moi, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas accepter que un joueur, fut-il Samuel Eto'o, puisse m'imposer des joueurs. C'est moi qui décide sur l'entraîneur. Je prends mes responsabilités. Maintenant, au-delà de cet épisode, réellement, aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement la raison? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce que Samuel Eto'o fils n'a pas marre de l'improvisation, du manque de professionnalisme qui sévit au sein de cette équipe parce qu'on parle beaucoup de nous, mais s'il y a une fédération qui est vraiment championne du désordre un peu, c'est celle du Cameroun. Je pense qu'il doit y avoir un problème de fond et que le problème de sélection des joueurs pour jouer avec lui n'est pas ce qui a amené Eto'o à dire je ne reviens plus en sélection. Parce que là, je pense que Flink a fortement raison si un joueur veut lui imposer des choix. Parce que c'est lui l'entraîneur et en dernier ressort, c'est lui qui a l'équipe et c'est lui qui doit décider du choix des joueurs. Ce n'est pas aux joueurs de dire je joue avec un tel ou un autre. Parce que l'explication qu'il donne quand et tout dit je veux jouer avec Webo et Kameni, il y a un gros problème. C'est certainement le meilleur joueur camerounais, mais ces différentes sorties médiatiques manquent parfois de discernement, il faut bien le dire. C'est le même Samuel Eto'o qui dit qu'il en a marre, qu'il est menacé de mort au sein de sa sélection. Il ne boit pas les bouteilles d'eau minérale qui sont proposées sur le banc camerounais, il amène ses propres bouteilles d'eau. Écoutez, je ne sais pas, c'est dommage, c'est dommage. Alors, non, je pense que moi j'aime bien Samuel Eto'o parce que c'est voilà, mais il faut qu'il arrête un peu ce jeu de toujours partir, revenir, partir, revenir. Je pense qu'il a suffisamment prouvé son attachement à l'équipe du Cameroun pour mettre toujours dans la balance son départ ou ceci. Il faut qu'il comprenne que le Cameroun, c'est lui. Et lui, c'est le Cameroun. Il faut vraiment qu'il se mette au service du Cameroun et non pas vouloir toujours que ses caprices soient admises par tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Comme vous le voyez, donc, les noms défilent. Ça veut dire que l'émission est bientôt terminée. En tout cas, merci pour vos avis très experts. Mercredi prochain,
Si Dieu le veut, vous serez là encore pour parler donc de nouveaux sujets. Merci de nous avoir suivis, fidèles de troisième mi-temps. Le sport, c'est toujours sur toutes les antennes de la RTI. Bonne suite de programme, bonsoir et bonne nuit. Donc, à bientôt.